Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être présents à cette conférence de consensus politique sur la place des collectivités territoriales dans le futur système de santé, donc organisé par l'Institut Santé. Deux mots sur l'Institut Santé. Donc, c'est un centre de recherche créé en 2018 qui a vocation à créer les conditions de la refonte, de la restructuration de notre système de santé en 2022. Donc qui est dans une phase de recherche de consensus. Nous avons pendant 18 mois travaillé autour de 6 chantiers, une quarantaine de personnes pour construire un premier contenu, donc qui est paru à travers un ouvrage qui est fin 2019. Et puis nous sommes rentrés dans une phase de recherche de consensus où nous avons fait une conférence nationale physique au mois de juillet qui a regroupé une trentaine d'institutions représentatives des différents secteurs, des différentes sensibilités. 8 heures de travail, nous en avons conclu des axes consensuels de grade A, c'est-à-dire qui ont fait un consensus pour plus de 90% des présents. Et nous continuons avec l'ensemble des parties prenantes. Le 10 novembre, nous avons réuni l'ensemble des partis politiques à travers la voix d'un parlementaire qui a réagi à ces propositions, les a enrichies. Et aujourd'hui, nous tenions à aborder un sujet qui est relativement nouveau dans le système de santé, puisqu'il n'existe pas ou peu dans le système que l'on connaît depuis 70 ans, depuis 58 en tout cas, qui a été hospitalo-centré, totalement centré sur le soin, qui est la place de ces collectivités territoriales. Il y a un consensus comme quoi elles doivent avoir une place importante, laquelle c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons fait des propositions, il y en a qui sont sur la table dans ce document, qui est un peu un document martyr. On propose de territorialiser complètement les territoires, d'aller au bout de la logique qui est recherchée depuis plusieurs années, mais qui est faite de façon cloisonnée. Il existe de multiples territoires, mais on pense qu'il doit y avoir un territoire unique et commun à tous. Pour passer du soin à la santé, il faut toutes les politiques publiques qui permettent d'améliorer la qualité de vie des citoyens, qui impactent l'état de santé, la santé physique, mais aussi la santé mentale, la santé psychologique, la santé sociale, la santé physique, évidemment. Donc, les élus locaux ont une place évidente, laquelle il faut la construire. Et puis, cette crise sanitaire vient nous rappeler qu'on ne peut pas piloter l'ensemble des réserves humaines et de matériel pour protéger la population à partir d'un État central, à partir de Paris. Il faut un échelon local pour piloter, pour protéger la population avec ses ressources humaines de santé publique et ses produits de protection. Quelle unité géographique, le département peut-être, je ne sais pas, ou la région. Et puis ces ARS qui sont aujourd'hui la cheville ouvrière de la gouvernance ont montré des défaillances. Non pas qu'il y ait des défaillances de personnes, il y a des personnes absolument remarquables dans les ARS, mais on voit bien que c'est un petit peu trop technocratique, il n'y a pas de contre-pouvoir démocratique, que l'ensemble des politiques publiques menées par les régions ont du mal à être coordonnées avec ces ARS. Donc, est-ce qu'il faut les supprimer, les transformer, les conserver telles quelles? C'est ce qu'on verra aussi aujourd'hui, probablement, à partir de l'intervention des personnalités. Voilà. Donc là, on va écouter 10 personnalités qui ont une voix forte à l'échelle des régions, des départements, des villes, nous parler de ce thème. Avant cela, le président du Sénat nous fait l'honneur d'introduire cette conférence. Il a accepté le principe dès le début, donc là, clairement, c'est un sujet important pour lui. On sait que le Sénat, c'est un peu l'Assemblée des territoires. C'est pour ça que ça nous a semblé pertinent de faire intervenir le Sénat. Malheureusement, dans l'agenda, comme pour beaucoup, c'est un petit peu entrechoqué de tout ça, mais comme le président tenait à honorer son engagement, il nous a envoyé une vidéo que je vais passer maintenant, et après, donc, nous laisserons la parole aux invités. Donc, je lance la vidéo. Bonjour à tous. La crise sanitaire que traverse notre pays doit être l'occasion de nous interroger sur notre système de santé et la façon de le réformer. Cette crise a montré toutes les insuffisances, tous les défauts de notre système de soins.
Elle a aussi montré combien différents acteurs ont su en même temps y faire face et s'organiser, notamment au niveau local. C'est pourquoi je veux d'abord rendre hommage à tous les soignants et à tous ceux qui ont organisé et font vivre au quotidien notre système de soins. Nous savons ce que nous leur devons. Vous avez tracé les lignes de consensus sur un nouveau modèle de santé lors de votre conférence de juillet dernier. Je ne reviens pas sur les différents points sur lesquels vous avez dressé une orientation commune. Je tiens à saluer l'initiative de Frédéric Bizard, car elle me semble porteuse d'avenir. J'ai, en son temps, salué l'effort budgétaire annoncé au Ségur de la santé. Il était nécessaire pour clore un chapitre de rationnement. C'était justice. Mais j'ai en même temps regretté que le Ségur n'ait pas véritablement abordé la question des réformes de structure nécessaires. C'est ce que vous avez entrepris de faire, c'est le défi que vous voulez relever. Nous savons tous combien, entre guillemets, le paquebot santé et assurance maladie, car il faut aussi bien parler financement, combien ce paquebot est lourd à manœuvrer et à réformer. Raison de plus pour tenter de faire jaillir des réflexions communes. Raison de plus pour faire dialoguer l'ensemble des parties prenantes. Et raison de plus pour entendre les différents points de vue ou propositions. C'est ainsi que nous pourrons progresser, car il s'agit de semer aujourd'hui ce que nous pourrons récolter demain. Il me revient d'ouvrir ce webinaire sur la place des collectivités territoriales. Votre premier point de consensus est celui de la place centrale des territoires. Et je vous cite, « Gérer la santé à partir des besoins des usagers et non plus à partir de l'offre de soins. » Dans cette refonte de l'organisation de l'hôpital, de la médecine de ville et du médico-social, c'est bien en effet du territoire que vous partez en privilégiant l'approche de l'INSEE, celle du bassin de vie, ce qui correspond peu ou prou à 500, 600 territoires de santé. Vous proposez d'y associer une gouvernance territoriale. Je dois vous dire que je pense que ce point se discute, car je ne sais pas s'il est opportun de cristalliser un nouvel étage administratif. Mais au-delà de cette remarque, je suis sûr que l'on doit pouvoir rattacher ce territoire de santé d'une part au cadre départemental et d'autre part à la réalité des intercommunalités, certes plus nombreuses, mais qui correspondent bien aussi à un échelon de proximité, de solidarité. J'ai bien noté également que vous ne remettiez pas en cause l'évaluation globale des besoins sanitaires qui doit se faire au niveau régional par une agence de santé publique régionale. Vous voulez également faire vivre la démocratie sanitaire dans une démarche pleinement décentralisée, aux 3 échelons, national, régional, départemental. Le Sénat a proposé cet été au président de la République des pistes. Ces pistes, elles ont une trame, et cette trame répond à l'esprit qui me semble animer vos travaux. D'abord, territorialiser. Territorialiser et faire confiance aux acteurs de terrain. Ensuite, desserrer contraintes et normes. Enfin, mettre l'accent sur la prévention. Et dans une logique de parcours de soins, mettre fin à l'hospitalo-centrisme. On retrouve naturellement ces préconisations dans les recommandations faites par la commission d'enquête du Sénat sur la crise du Covid, qui vient de remettre son rapport. En ce qui concerne plus précisément la décentralisation, voici les principaux aspects des apports du Sénat.
nous constatons que le sentiment d'égalité a jusqu'ici empêché un réel mouvement de régionalisation dans le domaine de la santé. De la même manière qu'il a conduit à une décentralisation du secteur médico-social qui s'apparente sans doute plus à une déconcentration de la gestion, oui, qui s'apparente à une déconcentration, plus qu'à un véritable pilotage par les départements. Or, la crise a montré combien la verticalité du pouvoir ne fonctionnait pas bien. Elle a montré qu'il fallait fédérer et unir les initiatives de l'État et de l'ensemble des collectivités territoriales. Vous savez quel a été le rôle des différentes collectivités territoriales pour faire face à l'épidémie, aider à la collaboration ville-hôpital, distribuer des masques, organiser des centres de tests et demain, peut-être encore plus. La crise a donc remis à l'ordre du jour à la fois la décentralisation, mais aussi la différenciation. Nous pensons au Sénat que la piste d'un objectif régional de dépenses d'assurance maladie hors d'âme mérite d'être expertisée. Elle est complexe, car elle peut conduire à un renforcement des inégalités territoriales. Elle soulève la question de la régulation de la dépense pouvant conduire à des tarifs ou des rémunérations différentes selon les régions. C'est pourquoi, dans un premier temps tout au moins, nous avons proposé de régionaliser une partie des crédits de l'ONDAM, ceux du Fonds d'intervention régionale, ce qui représente 3 à 4 milliards d'euros. Cette régionalisation s'accompagnerait d'une double évolution de la gouvernance des ARS, dont on a vu, pour un certain nombre d'entre elles, les difficultés à gérer la crise. Je voudrais préciser que je ne m'associe pas à la critique sans nuance des agences régionales de santé. Leur tâche n'était pas facile, elles n'y étaient guère préparées. En plus, je n'aime pas faire des boucs émissaires. Je dois dire, avec mon expérience locale, que l'agence régionale de santé de ma région, l'Île-de-France, a su faire face. Pour autant, il est incontestable qu'il faut mieux les ancrer, ces agences, dans le territorial. Et moins dans la courroie de transmission d'oukases ministériels. C'est le sens des constatations, d'ailleurs faites par la commission d'enquête. C'est pourquoi la présidence de leur conseil de surveillance serait confiée au président du conseil régional et non plus au préfet de région. Plus grande autonomie serait parallèlement donnée à leur délégation départementale en lien avec le préfet de département. Nous avons dit aussi au président de la République et au Premier ministre que le champ santé se prêterait bien, dans le cadre d'une loi de décentralisation, à des expérimentations sur la base du volontariat. Notre message est clair, rejoint le vôtre, nous sommes prêts, et je crois que le moment d'y aller est aujourd'hui. Il ne s'agit plus de rafistolage ou de colmater les brèches, c'est une partie du travail du Ségur. Par ailleurs, ne nous faisons pas d'illusions, et vous avez mis en exergue à juste titre la nécessaire refonte de l'architecture du financement des dépenses de santé. Donc, de la régulation des dépenses de santé. Le quoi qu'il en coûte, dans un pays déjà lourdement endetté et dont la compétitivité se dégrade, devra faire place un jour ou l'autre, et je le pense que ce sera un jour assez proche, à un plan de retour à l'équilibre des comptes publics et en particulier des comptes sociaux. Donc, si nous ne voulons pas être rapidement devant un mur financier, il faut agir et réformer. Voilà, mesdames et messieurs, cher Frédéric Bizard, quelques réflexions que je voulais partager avec vous ce matin en vous souhaitant un excellent webinaire. Merci infiniment, Monsieur le Président. Donc, nous allons maintenant passer la parole à nos invités. Juste avant ça, un petit mot. L'Institut Santé, c'est une équipe, aujourd'hui une centaine de personnes, totalement bénévoles, tournées vers cet objectif dont je vous ai parlé, donc objectif de bien commun, avec des gens qui sont plutôt très occupés.
J'ai avec moi aujourd'hui, qui ont travaillé pas mal sur cette question, le professeur René Friedman, docteur Christophe Prudhomme, le professeur Olivier Saint-Lary, Madame Christelle Galvez et le docteur Philippe Cuc, qui m'aideront, en cas si on a le temps de faire un petit peu un débat, à répondre éventuellement aux interrogations qui auront pu soulever nos propositions. Bien, je lève le suspense de nos invités, puisque cette conférence est retransmise, donc les personnes ne savent pas qui sont ces invités. D'abord, je ne sais pas si c'est un bon ordre, mais on va démarrer à l'échelle de la région, puis du département, puis de la ville. On a la chance d'avoir personnalité du Sénat aussi et personnalité maintenant de la société civile. Donc, nous démarrons par Monsieur Jean Rotner, qui est président du Grand Est, qui est une voix extrêmement forte sur ce secteur de la santé, notamment, s'est beaucoup exprimé, et a des idées très précises sur la question. Puis nous aurons le plaisir d'écouter Sophie Borderie, qui est présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, Monsieur Patrick Septier, qui est président du conseil départemental de Seine-et-Marne, Monsieur Stéphane Troussel, qui est président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et ensuite nous écouterons Monsieur Jean-Luc Moudinque, qui est maire de Toulouse, président de la communauté urbaine de Toulouse Métropole, Monsieur Laurent Marcangeli, qui est maire d'Ajaccio. Et nous aurons aussi le professeur Arousseau, qui a une double casquette, qui était président de la Haute Autorité de Santé, mais qui a aussi été président de la région des Pays de Loire, qui a son éclairage et un commentaire de ce qu'il a pu entendre. Et nous aurons Madame Laurence Cohen, probablement on clôturera. On a démarré par le Sénat, on finira par le Sénat. Il y aura Madame Catherine Deroche, mais je viens d'avoir un message comme quoi elle est encore en commission. Peut-être qu'elle pourra intervenir. Voilà, Monsieur Rotner, nous vous donnons la parole. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Heureux d'avoir pu vous rejoindre, d'avoir entendu le président du Sénat nous adresser quelques mots. Il a dit déjà beaucoup de choses. Vous m'avez invité ce soir à pouvoir témoigner, à pouvoir peut-être apporter la vision aujourd'hui à la fois du président de région que je suis, avec encore une ancienne casquette de médecin, et ça reste dans les gènes, et en même temps une région qui a traversé la crise que nous connaissons toujours encore. Et peut-être aussi vous apporter le travail que nous faisons aujourd'hui entre présidents de région au sein de la région de France sur ce sujet de la santé et de la manière peut-être de l'aborder au niveau national. Vous le savez parfaitement, aujourd'hui il y a la loi 4D que porte la ministre en charge de l'aménagement des territoires qui arrive petit à petit à son terme. Elle nous a été présentée d'ailleurs au cours de cette semaine par la ministre elle-même, qui fait un peu la tournée des popotes pour voir ce qu'on en pense. Je trouve que nous passons à côté d'un acte de modernité. Non pas, je ne cherche pas forcément le grand soir de la décentralisation, mais le moment aurait été opportun alors que nous connaissons une crise sanitaire, alors que c'est assez favorable justement pour que cette crise soit un accélérateur finalement des transitions. Je trouve qu'on passe à côté d'une occasion de transformer, ou en tout cas de touche après touche, de pouvoir transformer notre système de santé. J'ai bien lu vos documents, vos prises de position. Il y a un certain nombre d'éléments assez intéressants. Gérard Larcher a évoqué en premier point, si vous me le permettez, le Ségur de la santé. Pour moi, il ne s'agit pas d'un Ségur de la santé. Ce qu'on vient de vivre, c'est un Ségur de l'hôpital, et uniquement de l'hôpital, et encore d'une partie de l'hôpital. Nous considérons, nous, au niveau de la région, et en tout cas au niveau de ma région, que la santé va beaucoup plus loin que l'hôpital, va beaucoup plus loin que le soin, va beaucoup plus loin que simplement le lien entre la ville et l'hôpital, le lien entre l'hôpital public et l'hôpital privé. Nous allons passer demain, en séance plénière, une feuille de route régionale de notre politique de santé. On a fait le compte, c'est à peu près 210 millions d'euros chaque année qui sont apportés aux politiques de santé au sens large. Et pour nous, la santé, c'est le bien-être, c'est l'aménagement du territoire, c'est à la fois savoir parler de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, parler de la formation des internes, de la formation des infirmières,
parler finalement de l'aménagement et du raisonnement que nous avons pour aménager notre territoire, parler également mobilité. Aujourd'hui, parler santé sans parler mobilité dans la ruralité où je me trouve au moment où je vous parle, eh bien, en pleine Haute-Marne, c'est complètement inconséquent. Avec la réflexion du personnel médical, aujourd'hui, ce n'est plus le médecin qui va vers son patient, c'est le patient qu'il faut savoir ramener vers le médecin. Comment est-ce qu'une région, en lien avec le département, en lien avec les collectivités infra, est en capacité, par exemple, d'inventer du transport à la demande qui peut ramener les patients vers une maison médicale, vers une maison pluridisciplinaire, une institution en capacité de prendre ces patients en charge. C'est ces réflexions-là qui aujourd'hui nous animent, nous habitent en tout cas, et c'est pas simplement la décentralisation où avoir un peu plus de pouvoir. C'est simplement cette capacité aujourd'hui de bien vivre sur son terroir. Je dis bien le terroir, c'est encore plus petit que le territoire. C'est finalement son environnement direct, celui que l'on constate quand on ouvre les volets le matin. Où se trouve mon médecin généraliste? Où vont aller mes enfants à l'école? Où suis-je en capacité de faire mes courses? Quelle est la capacité que j'ai de vivre bien là où j'habite? Et en tant que région, mon rôle, mon job, c'est d'arriver justement à permettre à toutes ces politiques publiques bien d'être en cohérence les unes avec les autres, pas en compétition. On ne travaille pas contre, on travaille pour. Et je crois que les politiques de santé aujourd'hui sont à un tournant parce que la crise que nous venons de connaître, eh bien, elle nous habite particulièrement pour arriver justement à transformer les institutions de santé, le raisonnement et le travail que nous pouvons faire les uns et les autres. Gérard Larcher a indiqué un certain nombre de directions qui sont des directions institutionnelles. On peut commencer par le niveau régional, par le niveau stratégique, par le rôle de l'ARS. J'ai été de ceux qui ont critiqué à un moment donné les ARS dans la crise parce que il ne me semblait pas que ce soit les mieux placés pour gérer une crise et j'aurais préféré qu'elle soit gérée par le ministère de l'Intérieur en lien avec les ARS. On a assisté à une forme de compétition qui n'était pas saine et à laquelle s'est rajoutée une compétition avec les collectivités locales par la suite. Donc tout cela, ça nécessite de la distance, de la hauteur, mais vraiment, je crois, une nécessité d'arriver à réaliser ces transitions. Et le débat que vous instituez ce soir, y participe. J'assiste à bon nombre de ces débats en ce moment. Le sujet de la santé est devenu un des sujets principaux pour nos concitoyens, pour les élus, pour les forces vives de la nation, et nous devons y apporter absolument des solutions. Alors, en termes de gouvernance, oui, l'ARS n'est pas contestable en soi. Quel est le pilotage? Aujourd'hui, dans la loi 4D, j'entends un cabinet du ministre qui dit qu'il est hors de question qu'un élu puisse se situer à une présidence du conseil d'administration de l'ARS parce qu'il serait au-dessus d'un préfet. Ça ne peut pas se concevoir dans notre pays. C'est dommage. On passe à côté d'une occasion manquée de travailler différemment. Moi, aujourd'hui, à l'échelle régionale, avec ma préfète de région, je travaille tous les jours dans une stratégie économique, dans une stratégie de contractualisation des territoires qui se fait de manière harmonieuse. Vous savez, l'État n'a rien à craindre à se reposer sur ses collectivités. Bien au contraire, c'est un gain d'agilité, c'est une capacité d'aller plus vite et il faut que les collectivités arrêtent, elles aussi, d'être toujours dans une forme de demande vis-à-vis du pouvoir central. Au contraire, nous devons apporter des solutions. Dans la région Grand Est, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de faire et malheureusement, on sent encore vraiment toute la contrainte de cette administration intermédiaire ou alors d'un pouvoir central aujourd'hui qui recentralise de manière maximale. Être en position de présidence de l'ARS, c'est pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est simplement aussi transformer un conseil de surveillance en conseil d'administration. Ça responsabilise. Je pense que ce qui doit se passer au niveau de l'ARS doit se passer aussi à la tête de nos établissements hospitaliers. Il faut que les élus soient à la tête d'un conseil d'administration et pas dans un fauteuil simplement de conseil de surveillance. Ça peut parler à Jean-Luc Moudenc, qui, à la tête du CHU de Toulouse, bien a un rôle essentiel, un rôle majeur d'aménagement du territoire, de responsabilité du territoire, en lien d'ailleurs avec probablement sa présidente de région, puisque CHU, c'est à la fois l'enseignement universitaire, c'est un centre hospitalier de référence, c'est aujourd'hui de l'innovation, c'est aussi de l'aménagement du territoire, et il faut que le CHU aujourd'hui se sente pleinement concerné par une juste et bonne répartition et articulation
avec l'ARS en matière, par exemple, de désignation des postes d'internes, des postes de chefs de clinique partagés dans les centres hospitaliers généraux. Tout cela doit encore se créer, doit encore s'inventer. Et là aussi, les élus locaux, je pense, ont une réactivité, une capacité d'analyser la situation qui n'est pas celle forcément d'une administration de la santé ou d'une administration centrale. Et il est absolument indispensable de les mettre dans cette position de décider et de responsabiliser les institutions qu'ils président. Ça me semble juste nécessaire et indispensable. Sur quelques mots quand même sur la notion de chaîne de soins. Je sais que vous assistez beaucoup là-dessus dans vos documents, sur la capacité aujourd'hui de penser non plus soit par filière, soit par tarification, soit par tout ce que l'on connaît aujourd'hui, tous les travers et les défauts de l'hôpital, mais bien au contraire, d'être sur une forme de politique de santé beaucoup plus agile. Moi, je partage cette notion de prise en charge beaucoup plus transversale, beaucoup plus horizontale. Les CPTS peuvent y participer, se mettre petit à petit en place. En tout cas, ce qu'a imprimé véritablement cette crise aujourd'hui sur un territoire et sur le mien qui a particulièrement souffert, c'est que les solutions ne viennent pas d'en haut. Les solutions, elles se trouvent sur le terrain. Quand vous avez des équipes hospitalières qui réagissent en temps et en heure de manière efficace, sont en capacité de transformer leurs établissements, sont en capacité de se parler différemment entre administration et personnel médical et paramédical parce qu'ils sont face à une crise et que cette crise dure, mais ça laisse des cicatrices positives. Il y a d'autres cicatrices négatives qui restent. Là aussi, c'est la solitude qu'ils ont eu à affronter par rapport à la crise et aux difficultés. Mais en tout cas, ça a resserré des équipes, ça a resserré des stratégies. Et je pense que là, il faut qu'on arrive à surfer sur cette vague. Ça a permis aussi à l'hôpital public et à l'hôpital privé de se reparler, de retrouver des stratégies qui ont tendance à perdurer, mais on retrouve très vite d'anciens réflexes et c'est un petit peu dommage. À l'échelle de l'Alsace et du sud d'Alsace tout particulièrement face au Covid, on a vu aussi qu'à un moment, il y a eu un premier tournant, c'est quand l'hôpital, je dis bien l'hôpital privé et public, s'est mis à mieux parler au monde libéral. Et quand le monde libéral s'est senti concerné par ce qui se passait à l'hôpital, il y a eu là véritablement un effet de booster. Et ça vient bien démontrer que la chaîne complète de prise en soin, de prise en charge des patients, à partir du moment où elle se fait entre le libéral et le monde hospitalier, et où elle est très bien articulée, eh bien, est un véritable effet booster. Donc ça, je pense qu'il faut, pour le futur, en tenir compte. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans le Grand Est? Nous avions prévu, après que notre précédent directeur régional de l'ARS soit venu nous présenter sa feuille de route régionale, nous avions convenu, je me souviens très bien, lors de cette séquence plénière, nous lui avions dit « Ok, vous venez nous présenter ça parce que vous devez le faire, mais la démarche ne nous plaît qu'à moitié. En fait, vous faites souvent appel aux élus pour mettre des sparadracs quand ça fait mal, quand il s'agit de fermer une maternité, quand il s'agit de fermer un service. Là, vous faites appel aux élus, mais en anticipant les choses, ce serait bien mieux. Et on pourrait faire passer une vraie stratégie conjointe de santé commune. » Il avait dit banco. Il a été, entre-temps, on l'a déchargé de ses fonctions. Je ne me suis pas pour autant désespéré et j'ai fait le tour de tous mes départements pour aller à la rencontre, naturellement, des conseils départementaux qui ont un rôle majeur dans le médico-social et dans le social, mais aussi pour aller rencontrer les acteurs de santé et les entendre, les écouter, voir ce en quoi nous pouvions non pas rajouter des strates, mais venir nous poser à côté des dynamiques qui existaient pour les amplifier, pour leur donner encore plus de dynamique et plus d'ambition. Premier constat dans le monde de la santé, mais il n'y a rien de plus ingérable que les toubibs, et c'est un médecin qui vous le dit, on ne se parle pas suffisamment. On considère qu'on se parle, mais en fait, on ne se parle pas. Il y a beaucoup de difficultés à mener des projets communs et des projets de territoire. Donc, si les collectivités peuvent être des catalyseurs de projets et d'intelligence collective, je pense qu'elles doivent le faire, et elles doivent le faire rapidement et massivement. Deuxième point, je crois qu'il y a une véritable envie, effectivement, de travailler de manière différente. Et le moment que nous connaissons en ce moment est un moment particulièrement propice pour le faire.
Et d'où la feuille de route que nous allons fixer avec quelques priorités qui sont les nôtres, mais qui visent encore une fois à ne pas rajouter de strates supplémentaires, mais à être un acteur qui aujourd'hui prend ses responsabilités, que ce soit dans le cadre réglementaire ou pas, peu importe, nous, c'est dans nos compétences. Nous venons inventer parfois la possibilité de renforcer des politiques de santé, même si c'est une politique régalienne de l'État. Il y a nécessité, je crois aujourd'hui, pour les collectivités que nous sommes, de prendre tout simplement leurs responsabilités et de venir sur ce sujet, qui est un sujet véritablement majeur pour nos concitoyens. Vous savez, je constate tous les jours que pour venir et pour permettre à un territoire de correctement s'aménager, il y a 4 déterminants. Le premier, c'est celui de la manière dont, quand je m'installe quelque part, je communique avec le monde. Ça s'appelle le très haut débit. Dans ma région, tous les foyers sont reliés au très haut débit en 2023. Le deuxième point, c'est où est-ce que mes enfants vont se former et où est-ce que moi-même, je vais pouvoir me former tout au long de la vie. Et donc, ça, c'est particulièrement important, c'est majeur. Et donc, là aussi, il faut que nous maillions le territoire de ces lieux de formation. Le troisième point, c'est comment est-ce que je suis relié à mon territoire, et c'est le problème des mobilités. Et le quatrième point, qui est un point essentiel et majeur, c'est celui de la santé. Où est-ce que je peux me faire soigner? Où est-ce que mes enfants vont pouvoir se faire soigner? Où est-ce que ma femme va pouvoir éventuellement accoucher? Les 3 premiers points aujourd'hui sont sous la responsabilité des collectivités locales. Le quatrième point ne l'est pas. Ne l'est pas ou insuffisamment. Et donc, moi, j'ai décidé de l'investir, parfois un petit peu en poussant la porte et en l'ouvrant avec l'épaule, en mettant le pied dedans et en forçant les choses. Et tout cela se fait toujours de manière partenariale avec l'État en région, que ce soit les préfectures ou que ce soit l'ARS. Mais je considère qu'aujourd'hui, les régions peuvent devenir des partenaires majeurs. Et nous allons plus loin. Nous sommes un certain nombre. J'ai par exemple Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine, comme moi, qui défendons aujourd'hui, à l'image de la responsabilité que nous avons sur les lycées, de prendre une responsabilité, une compétence supplémentaire en matière de gestion immobilière des établissements de santé ou du matériel hospitalier. Nous sommes prêts à franchir ce cap et à nous dire que nous pouvons jouer un rôle là aussi de souplesse. Ça rejoint finalement un peu l'idée défendue par le Sénat aussi, un ONDAM régional. Eh bien, on peut avoir une gestion des établissements de santé qui pourrait se faire au niveau régional, dans un cadre national, et qui serait... Vous savez, les inégalités de santé, les inégalités de prise en charge, elles existent déjà. Elles existent déjà entre une ville qui a un CHU et une ville qui n'a même plus de centre hospitalier aujourd'hui, entre la ruralité et l'urbain, au sein de l'urbain, entre les quartiers politiques de la ville et les quartiers qui bénéficient d'infrastructures ou de richesses liées à la qualité de leurs habitants. Tout cela existe déjà. Ça ne veut pas dire qu'il faille le renforcer ou insister dessus, mais il ne faut pas se cacher derrière cette notion d'inégalité qui, du fait des systèmes de santé qui existent déjà dans notre pays, sont bien là. Par contre, nous avons peut-être la capacité de venir les combler, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles, de nouvelles façons de faire et d'aller peut-être plus vite qu'une stratégie qui soit purement nationale. Je pourrais encore vous parler de plein de choses parce que cette crise, je sais, je me perds, cette crise révèle aussi, c'est une crise de la donnée de santé, c'est une crise, c'est un doute aussi de la parole médicale, mais je vais me taire là pour laisser la place aux autres. Merci beaucoup de m'avoir écouté en tout cas. Merci infiniment, Monsieur le Président Jean Rottner, pour cette vision à la fois globale et précise. Nous allons passer à une autre unité géographique, celle des départements, avec Madame Sophie Bordery, qui, je ne crois pas, est professionnelle de santé, mais en tout cas est une vraie experte des questions de santé et présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc bonsoir à tous. Je tiens à vous remercier, Monsieur Bizarre, pour l'organisation de débat. Alors, si je suis aussi une professionnelle de santé, je suis infirmière anesthésiste dans un centre hospitalier intercommunal. Donc, en convient les représentants de chaque strate de collectivité territoriale, vous nous permettez d'avoir une vision globale sur la manière dont chacun de nous envisage son rôle. En matière de santé, je suis convaincue que les collectivités territoriales ont un rôle déterminant à jouer. Elles ont un rôle à jouer, mais aussi et surtout,
elle joue déjà un rôle majeur, d'autant plus si nous avons une approche globale de la santé. Je prends évidemment l'exemple du département. Il est un partenaire et un échelon incontournable dans l'approche territoriale de la gestion des besoins de santé. Il intervient dans le cadre de ses compétences sur les déterminants de santé, tant en matière de prévention primaire et secondaire que d'accompagnement, de protection de la parentalité et à toutes les étapes de la vie. Très concrètement, le département accompagne la population de son territoire à tous les âges, du suivi de grossesse à la jeune maman, aux enfants de moins de 6 ans, puis aux adolescents, aux familles, aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. Pour accompagner ces personnes, vous connaissez tous les outils qui relèvent de notre champ de compétences, à savoir la PMI, le Centre de planification et d'éducation familiale, les centres médico-sociaux, je pense aussi au CDCA, Conseil départemental citoyenneté et autonomie, qui favorise la participation des usagers. Mais au-delà du secteur médico-social à proprement parler, le Conseil départemental, en tant que garant des solidarités territoriales, a un rôle déterminant en matière de démographie médicale, notamment en milieu rural et en zone tendue, où l'accès aux soins est un véritable enjeu pour les populations et les professionnels de santé. L'offre et l'accès aux soins font bien évidemment partie des préoccupations principales de nos concitoyens. Mais finalement, si on considère la santé au-delà de cet aspect, alors le département, dans le cadre de ses compétences, est un acteur clé de la prévention. En facilitant l'accès de la population à la culture et au sport, il participe activement à la prévention de santé. La pandémie du Covid a bien démontré l'impact péjoratif de l'isolement et de l'inactivité. En matière d'éducation à la santé, notre département a mis en place d'ailleurs plusieurs politiques innovantes, notamment dans le cadre de la convention éducative qui nous lie avec l'éducation nationale. Je dis cela pour illustrer mon propos, car nous avons travaillé à l'élaboration d'itinéraires qui permettent aux enseignants et aux collégiens de construire des parcours éducatifs de santé ancrés sur des problématiques de nos territoires. Ces parcours ont une vraie valeur ajoutée en matière de prévention des conduites addictives et à risque et en matière de protection de la santé. Pour aller plus loin, en matière de protection de la santé, notamment d'un point de vue alimentaire, notre département a mis en place un programme ambitieux en matière de restauration scolaire, le programme qui s'intitule « Du 47 dans nos assiettes ». On a mis en place un groupement départemental d'achat de denrées alimentaires. Nous avons fait en sorte que 100% des produits frais servis aux collégiens soient issus de producteurs locaux et régionaux, dont une part de plus en plus importante de produits bio. En analysant les consommations des collégiens sur plusieurs mois et en adaptant les modes de service, le gaspillage alimentaire a drastiquement baissé. Il représentait un volume de déchets de 25 à 30%. Selon les menus, il représente aujourd'hui 12% des denrées mises en production. Donc, nous travaillons aujourd'hui à l'extension de ce programme, donc du 47 dans nos assiettes, aux EHPAD publics de notre département. Je ne multiplierai pas évidemment les exemples. Néanmoins, je tenais à vous les citer car ils démontrent qu'indirectement, les collectivités territoriales contribuent tant sur la mise en place des politiques publiques de prévention que sur leur financement aux actions de santé publique. Aussi, je crois, plus que jamais, nécessaire qu'elles soient associées d'une manière ou d'une autre à la définition d'un modèle de santé qui permet de mieux prendre en compte les besoins de nos concitoyens et les besoins des territoires, notamment ruraux ou en zone tendue. Le sanitaire, ceux qui soignent. Le médico-social, ceux qui prennent soin. Le social, ceux qui accompagnent, devraient être 3 volets complémentaires. Or, force est de constater qu'ils fonctionnent bien souvent en vase clos, avec chacun des logiques professionnelles, financières et de gouvernance au mieux différentes, voire contradictoires. La crise sanitaire, d'ailleurs actuelle, n'a fait que révéler au grand jour ce cloisonnement alors qu'il s'agit de travailler en partenariat. Les collectivités peuvent-elles jouer un rôle dans une meilleure appréhension des relations entre tous ces champs? Je le crois. Quel peut-il être? Sans doute, il reste à le définir. Quoi qu'il en soit, le département a toute sa place dans l'approche territoriale des besoins de santé et en matière de santé publique et de prévention. Aujourd'hui, il est le partenaire privilégié des services de l'État et de l'ARS, mais la crise a révélé certaines failles, notamment dans le partenariat avec l'ARS. Elle a fait apparaître l'absence d'un cadre de travail collectif dans chaque territoire qui aurait permis de mobiliser de manière coordonnée les élus, les professionnels, les établissements de santé, l'ARS, la CPAM.
Néanmoins, nous devons être vigilants et ne pas multiplier les instances territoriales. Ça a été évoqué déjà dans les interventions précédentes. Les contrats locaux de santé, les contrats locaux de santé mentale, les communautés territoriales de santé, les projets territoriaux de santé mentale, les groupements hospitaliers de territoire. Il y a franchement de quoi s'y perdre. Donc la pandémie, les enjeux, notamment en matière d'accès aux soins, de vieillissement de la population, de santé environnementale, nous prouvent que nous devons collectivement nous mobiliser sur ces enjeux. À la question de la gouvernance du système de santé et de son organisation se posera forcément la question de son financement, notamment par l'État. Voilà en quelques mots le ressenti que je souhaitais partager avec vous en tant que présidente de conseil départemental. Merci infiniment. C'était intéressant ce volet prévention qu'on essaye de pousser, ce décloisonnement. Nous, on pense, après les types de recherche, que c'est justement cette territorialisation, mais sous réserve qu'il n'y ait qu'un seul territoire et qu'il soit unique, que ça se substitue à tous les autres et que ça soit lisible pour le citoyen. Merci infiniment. Nous allons avoir une autre vision départementale. Monsieur Patrick Septier, qui est président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Nous écoutons. Vous pouvez libérer votre micro. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Bien, merci de m'avoir invité à ce débat. Et il est vrai que la santé, pour les élus locaux et le conseil départemental de Seine-et-Marne, c'est un enjeu. Pour situer, la Seine-et-Marne, c'est 50% de l'Île-de-France et c'est 1 400 000 habitants, avec une partie très rurale, une partie très urbaine, pour planter le décor. Je rejoins bien évidemment les propos de ma collègue sur les actions obligatoires, les compétences obligatoires du département, qui jouent sur de la prévention, qui jouent sur la PMI, sur tout ce qui est le social, mais aussi toutes les actions non obligatoires que nous menons et qui font partie du bien vivre et qui sont essentielles à la santé. L'alimentation, par exemple, dans les collèges, les politiques sportives, les politiques culturelles et aussi les politiques de l'eau qui permettent de prévenir. Alors tout ça, on ne les voit pas beaucoup, mais au-delà de l'action propre, c'est aussi des politiques de prévention de santé. Et je ne m'étendrai pas plus dans ce domaine, puisque ma collègue a très bien défini les choses. En Seine-et-Marne, la crise a été un révélateur pour nous. Nous nous sommes aperçus des défaillances des services de l'État. En fin de compte, nous avons été là pour apporter du matériel dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, chez les pharmaciens, chez les médecins, dans un moment de désorganisation. Et donc, certainement qu'il faut réfléchir dans ces périodes de crise, comment réagir, et l'échelon de proximité, certainement, a un rôle fondamental à jouer. Surtout en Île-de-France, où c'est une grande région, et que les décisions venant de Paris ont un petit peu de mal à se décliner. Et heureusement qu'avec le préfet, nous étions main dans la main, ce qui nous a permis de réorganiser les services de l'État et les services du département pour faire face à la crise. Ensuite, en Seine-et-Marne, nous sommes le 98e département au niveau de la couverture médicale. Tous les ans, nous perdons 70 médecins et il y en a 20 qui viennent s'installer. Donc, la situation va s'aggraver. Et donc, bien que ce ne soit pas de notre compétence, nous avons engagé un plan pour retrouver des médecins, pour renforcer notre couverture médicale. Alors, il y a des recrutements, il y a des campagnes, etc. Et puis, nous mettons en place, par exemple, des cabines de téléconsultation. Au moment de la crise, parce que nous étions en train de faire ce plan, alors tout le monde, au début, avant la crise, on nous voyait un petit peu d'un mauvais œil. Pendant la crise, c'était formidable. Et après la crise, on nous revoit un peu d'un mauvais œil, en nous disant, mais de quoi le département va se mêler? Le département, il se mêle que ses habitants n'ont plus de médecins, ils n'ont plus il leur faut des mois pour prendre des rendez-vous, même dans les médecins de ville, donc il faut bien trouver des solutions. Et je pense que là, il y a absolument des coordinations à avoir au niveau, par exemple, de la CEPAM, puisque sur les remboursements des visites, par exemple, sur une coordination sur les bassins de vie,
sur les coordinations avec les médecins, parce qu'on le fait avec les médecins locaux, bien évidemment, puisque nous sommes très intégrés sur le terrain. Et globalement, je dirais, le Conseil de l'ordre, etc. Alors, il faut discuter. Enfin bon, je veux dire, on a un peu de mal à cadrer justement une organisation globale que nous souhaiterions mettre en place. Il n'est pas question, nous, qu'on se mêle de la médecine, mais ce que l'on veut, c'est que l'ensemble des territoires sénémarnais soient couverts et qu'il ne faille pas faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir un médecin, qu'il ne faille pas des semaines et des semaines pour avoir un rendez-vous. Donc, nous souhaitons nous investir dans ces domaines. Aujourd'hui, nous avons mis en place 3 cabines qui fonctionnent depuis quelques semaines et nous souhaitons le développer, mais bien évidemment en coopération avec le corps médical, bien évidemment, et toutes les institutions qui régissent la santé. Et je dois dire que quand c'est la crise, tout va bien, et quand on vient un peu dans le normal, on revient dans des anciens blocages, des précarés, etc., qui font que les choses sont pas toujours très faciles. Donc, je pense que le département, il doit conforter son rôle de prévention, son compétence obligatoire, mais aussi prévention pour tout un tas d'autres politiques qui sont essentielles au bien vivre des gens. Et puis aussi, avec le préfet, avec la préfecture, avoir un œil sur ce qui se passe sur l'ensemble de l'organisation, être plus intégré en cas de crise, et puis de développer de façon harmonieuse avec l'ensemble des partenaires des services de santé peut-être innovants, mais qui ne sont pas en concurrence avec les systèmes actuels, qui au contraire ne peuvent que les compléter. J'aurais aussi un mot sur les maisons de retraite, sur les EHPAD, parce que nous nous sommes aperçus durant la crise qu'en fin de compte, les EHPAD se retrouvaient complètement isolés. En théorie, ils avaient des liaisons avec des hôpitaux de proximité, etc., mais comme les hôpitaux étaient submergés, les EHPAD, ils n'avaient plus de médecins, il n'y avait plus personne. Donc, il a fallu intervenir dans les EHPAD. Il y avait peu de direction. La directrice était un peu perdue. Le conseil d'administration, qui dans les EHPAD est composé du maire, de quelques élus locaux, du personnel et puis des usagers, bien évidemment, était très peu en capacité de faire face à des problèmes de crise. Et alors que c'est le département qui finance à la fois une grande partie de l'investissement, une grande partie du fonctionnement, et je pense qu'il faudrait aussi repenser la gestion des EHPAD, certainement plus en lien avec le département qui peut apporter des moyens en ingénierie, en technique, et certainement plus en lien avec les hôpitaux référents pour pas qu'ils soient isolés. Et je pense que la crise a été chez nous un révélateur et une demande assez forte des directeurs des EHPAD qui se sont trouvés vraiment un peu isolés et sans moyens pour faire face à cette crise. Voilà les quelques remarques que je souhaitais faire. Merci infiniment, Monsieur Septier. C'est passionnant, puisque là, on est vraiment dans le quotidien, dans le réel, dans le vécu, et c'est important, nous, pour se projeter après. Monsieur Stéphane Troussel, donc président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et donc avec un versant social, encore plus aigu que peut-être dans les autres départements. Nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord pour l'organisation de ce temps d'échange autour d'un sujet, ces questions de santé et de l'organisation de notre système de santé, avec la place particulière, singulière, que pourraient y prendre, en tout cas, davantage les collectivités territoriales. Ça me paraît effectivement, comme à tous mes prédécesseurs qui se sont exprimés, un sujet majeur. Et la crise sanitaire que nous traversons a révélé avec force l'importance d'adopter une approche territoriale, plus territorialisée, d'être en tout cas au plus près des besoins de la population en matière de santé. Et tout laisse à penser, tant avec ces crises sanitaires qu'avec le vieillissement de la population, avec la demande de soins, que cette demande de santé, de politique publique de santé va s'accroître, y compris posera la question des moyens financiers que collectivement nous voulons, nous souhaitons, nous pouvons y consacrer. Bien évidemment, et c'est d'ailleurs
ce qui peut-être est au cœur d'une partie du débat que nous avons. Ces besoins, ils ne sont pas les mêmes d'un territoire à un autre. Et donc, oui, c'est légitime de se poser la question d'avoir des réponses qui prennent en compte les spécificités de chaque territoire et particulièrement, de mon point de vue, c'est central, les inégalités de santé, les inégalités sociales de santé. Il suffit de voir à quel point s'est installée une forme de soins, de médecine à 2 vitesses désormais, à 2, à 3 ou à plusieurs vitesses en tout cas, et pour les républicains au sens large, attachés à ce qu'est le modèle de notre République, eh bien, c'est quelque chose que nous ne pouvons collectivement pas accepter. Et donc, de mon point de vue, cette question des inégalités de santé doit être au cœur de l'action publique qui doit être menée. Les élus locaux, mais aussi les acteurs de terrain, les associations qui connaissent bien les fragilités de leur territoire, les spécificités de leur territoire, eh bien, nous avons un rôle important à jouer dans cette future gouvernance pour contribuer justement à l'élaboration de réponses adaptées, plus adaptées. Je voudrais, plutôt que de revenir, parce que mes collègues avant moi ont déjà dit beaucoup de choses sur la place des départements, les compétences des départements, je voudrais donc illustrer, y compris par rapport à la période que nous venons de vivre, sur quelques-unes des situations auxquelles nous avons été confrontés, et donc en particulier s'agissant de la Seine-Saint-Denis. Moi, au printemps dernier, quand nous étions au cœur de cette crise, j'ai très vite alerté, par exemple, le ministre de la Santé sur la nécessité d'élargir et de faciliter, par exemple, la stratégie de dépistage qui, de mon point de vue, reposait beaucoup trop sur le recours à la prescription médicale, aux médecins traitants, au moins au début de cette stratégie de dépistage, alors même que dans un département comme le mien, beaucoup d'habitants de Seine-Saint-Denis n'ont pas de médecin traitant. Donc, faire reposer la stratégie de dépistage sur le médecin traitant et la prescription médicale quand une partie croissante des habitants n'a pas de médecin traitant, eh bien, c'était en l'occurrence pas suffisamment adapté, là encore, à la situation du département. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'avais appelé de mes voeux une mobilisation, par exemple, du réseau de pharmaciens, ce qui d'ailleurs a été fait en partie avec le dispositif Covisam quand il a été mis sur pied, ou bien à des opérations de dépistage au plus près d'un certain nombre de quartiers, notamment avec le déploiement de Barnum en grande proximité dans les territoires et dans les quartiers d'un certain nombre de nos villes. Parce que, bien évidemment, l'un des enseignements à tirer de cette crise, c'est que les collectivités ont été au rendez-vous, aux côtés de l'État, et en particulier des départements, aux côtés de l'État, elles ont fait preuve de réactivité, d'agilité, d'inventivité pour apporter des solutions concrètes. Disons-le, parfois, et même si moi, en tout cas s'agissant de l'Île-de-France, j'ai plus particulièrement bien travaillé tant avec l'Agence régionale de santé d'Île-de-France que par ailleurs avec également la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, mais parce que parfois il peut y avoir ici ou là des gestions trop centralisées, eh bien les collectivités locales, soutenues par l'ARS, soutenues par les caisses primaires, se sont appuyées sur leur connaissance du terrain, sur une certaine souplesse et un savoir-faire. Je crois que l'État doit conserver, de mon point de vue, les capacités de piloter, d'animer la mise en œuvre de la politique de santé, mais à l'évidence, il faut, je crois, resserrer, formaliser davantage les conditions du partenariat entre l'État, les collectivités, les acteurs de terrain au niveau des territoires. Troisième observation que je veux faire, je voudrais aborder une question qui, de mon point de vue, est centrale dans la réflexion à mener sur le rôle des collectivités locales dans ce système de santé ou dans ce futur système de santé. C'est bien évidemment comment mieux lutter contre les inégalités sociales de santé qui ont été cruellement révélées, aggravées pendant cette crise sanitaire. Dans mon département, la Seine-Saint-Denis, eh bien, ça a été une illustration des conséquences terribles de ces inégalités. Et d'ailleurs, la carte de la surmortalité à l'échelle des villes, elle a été un quasi-décalque de la géographie des inégalités sociales et de la précarité dans le département. Et donc, l'approche en termes en santé publique, de mon point de vue, elle ne peut donc se réfléchir sans aborder ces questions sociales. Et le département,
ça a été dit par mes collègues précédemment, compte tenu de ses compétences, compte tenu de son rôle de chef de file de l'action sociale et de la solidarité, a un vrai rôle à jouer car il se trouve à la croisée justement des approches sociales et de santé. Le département, en Seine-Saint-Denis, nous nous efforçons de porter une politique de santé publique plus inclusive et en déployant, je crois que c'est particulièrement nécessaire au lendemain de cette crise et particulièrement adapté dans un territoire comme le mien, en déployant des actions, une démarche d'aller vers qui consiste à aller au plus près à la rencontre des populations et en particulier celles qui sont plus éloignées du soin. Je voudrais citer un exemple des initiatives que nous allons développer dans les semaines qui viennent. C'est une académie populaire de la santé qui va former des habitants pendant 1 an afin que ceux-ci puissent devenir des ambassadeurs de santé et diffuser des messages de prévention et de santé adaptés avec des messages, avec des manières de diffuser des messages de prévention et de santé auprès de leurs cercles sociaux, dans leurs associations ou leur entourage. En lien avec, je voudrais vous citer un autre exemple, en lien avec l'ARS et la CEPAM, nous déployons actuellement un bus de vaccination contre la grippe pour les personnes âgées de plus de 65 ans, qui pourra, de mon point de vue, par justement l'articulation que nous faisons au plus près des réalités du terrain, être une préfiguration de la stratégie de proximité à adopter pour une future campagne de vaccination contre la Covid-19, parce que là encore, y compris compte tenu du niveau de défiance qui peut exister dans un certain nombre de populations, cette question des messages et de la pratique de terrain me paraît particulièrement essentielle. Donc oui, le conseil départemental, et quand j'entends mes collègues, je pense que c'est une approche partagée, est prêt par conséquent à mobiliser ses forces sociales et sanitaires dans une démarche partenariale. Les départements, le conseil départemental, s'agissant de la Seine-Saint-Denis, c'est le plus grand centre de PMI de France, avec plusieurs centres dans chaque ville, au cœur des quartiers. Ce sont aussi des collèges qui doivent passer toute une classe d'âge cruciale du point de vue de l'éducation à la santé. Et je crois que ce sont donc des sujets majeurs, car la santé des adolescents et des jeunes, c'est l'impensé de mon point de vue des politiques publiques de santé, avec comme immense point noir la médecine scolaire et la santé mentale des jeunes. Là encore, des articulations sont à imaginer, à penser, car sur ces problématiques, notamment entre l'ARS et la PMI, eh bien, il y a trop cantonné au moins de 6 ans. Je voudrais quand même insister sur 2-3 derniers points pour pas être trop long. C'est que, je le dis parce que je pense que dans les débats s'agissant des relations entre l'État et les collectivités locales, c'est quand même un sujet, notamment dans ces périodes de crise. La montée en charge de l'action des collectivités locales, particulièrement des départements, nécessitera des clarifications et des marges de manœuvre financières. Donc, disons-le, les départements, en particulier avec cette crise, ne disposent pas aujourd'hui. Il y a eu, je crois, hier ou avant-hier, la publication d'un rapport de la Cour des comptes qui est rarement indulgente vis-à-vis des finances des collectivités locales. Et pourtant, la Cour vient de dire à quel point, notamment parmi les collectivités locales, à quel point le département allait être la collectivité la plus impactée par la crise, compte tenu de l'explosion des dépenses sociales et notamment du RSA. En Seine-Saint-Denis, par exemple, les dépenses de RSA vont augmenter de plus de 6 à 8%, vraisemblablement. J'ai chiffré à près de 290 millions d'euros pour 2020 et 2021 l'impact de la crise sur nos finances, que ce soit en perte de recettes ou en dépenses supplémentaires. Et donc, disons-le, c'est quand même cette question financière, c'est une source d'inquiétude, alors que se profilent, y compris d'importants changements dans le secteur médico-social. Je pense notamment à la revalorisation des métiers de l'aide à domicile, alors que c'est une absolue nécessité, mais elle ne pourra pas seule reposer sur les départements. Et je le dis, dans ce domaine, le nerf de la guerre, c'est quand même un certain nombre de moyens. Et ce débat des relations entre État et collectivités locales, s'agissant d'un éventuel accroissement de l'action des collectivités locales en matière de santé, est biaisé
Parce que, je le dis, hormis les premières lois de décentralisation, eh bien, les suivantes, elles se sont quand même souvent résumées à un État qui s'est déchargé des compétences ou des responsabilités qu'il ne savait plus ou qu'il ne voulait plus organiser ou financer. Et donc, cette question-là, elle devra, s'il y a des compétences supplémentaires, bien sûr, être absolument clarifiée pour que les collectivités et les départements puissent reprendre ou prendre des compétences en matière de santé. Je voudrais conclure sur un dernier point qui est souvent le nœud d'un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ça a été évoqué là aussi par un certain nombre de mes collègues. C'est bien sûr la question de la démographie médicale, en particulier la médecine de ville. Bien sûr, il y a la question de l'installation des jeunes médecins dans leur première année, mais il y a aussi, je crois, la question du modèle de l'offre de soins. Et je crois que c'est aussi grâce aux collectivités que nous assistons à, vous permettez cette expression, mais un retour en grâce du modèle des centres de santé dont les vertus ont été mises en lumière pendant la crise avec un rôle accru et avec une mobilisation assez exceptionnelle, aux côtés bien sûr de la médecine libérale. Et je crois que la médecine salariée, elle doit aussi être mise à l'honneur avec des moyens dédiés, parce que ça permet d'attirer de jeunes médecins qui n'ont plus forcément envie de travailler 80 heures par semaine en libéral, mais qui ont aussi envie d'avoir un salaire fixe et du travail en équipe. Et je crois qu'il y a là une piste à explorer et donc à réfléchir à des modes de financement de ces centres de santé, si nous pensons que c'est un modèle pour l'avenir face à cette question de la démographie médicale. Et enfin, nous le savons, cette question de l'offre de ville, elle doit nécessairement s'articuler avec la réflexion à mener sur l'hôpital et son ouverture sur le territoire. Et là encore, les collectivités, les départements en particulier, peuvent jouer un rôle dans cette articulation. Voilà les quelques mots que je souhaitais développer devant vous. En tout cas, merci à vous pour cette invitation et l'organisation de ce débat. Merci à vous, Monsieur Troussel. Et vous avez abordé une question absolument clé qui sera probablement le juge de paix du prochain modèle de santé, réduire les inégalités sociales de santé. Quand on regarde sur les 40 dernières années, ces inégalités sociales, malgré tout le progrès et les investissements qui ont été faits, ont augmenté. Je vais prendre quelques critères. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut un nouveau modèle. Merci de l'avoir abordé. Vous avez parlé de l'Académie populaire. Je me permettrai de reprendre contact avec vous parce que c'est une idée chère qui vient de René Friedman. Nous parlons de parlement citoyen à l'échelle nationale et régionale. On pense en effet qu'il faut cette démocratie sanitaire et sociale, la faire revivre. Ça ne peut pas être par le paritarisme. Donc une idée comme Académie populaire, on regardera ça de près. Merci infiniment. Monsieur Moudinque, est-ce qu'une métropole comme Toulouse, une grande ville, est-ce que vous considérez que la santé doit être une partie prenante de vos missions? Très bien, bonsoir à tous et bonsoir chers collègues. Et merci à Frédéric Bizard de nous avoir réunis pour confronter effectivement à la fois nos témoignages, notre vécu de cette question de santé, chacun sous l'angle qu'il a, et puis essayer de dégager des perspectives et surtout une mise en cohérence. Alors, le rôle du maire en matière de santé, il n'est pas neutre, il n'est pas essentiel au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que nous présidons le conseil de surveillance des hôpitaux, mais il faut bien reconnaître que c'est un rôle essentiellement protocolaire et que nous n'avons pas véritablement un pouvoir. Nous avons par contre beaucoup de choses et nous faisons beaucoup de choses sur la question de la prévention. Et comme dans la politique de santé de notre pays, il y a toujours ces deux jambes, prévention et curatif, ces deux jambes qui, depuis très très longtemps, ne marchent pas de manière équivalente, on le sait, et qu'il faut renforcer la jambe prévention. Je crois que si cette grande option était retenue, notre pays aurait intérêt à s'appuyer sur les maires parce que, par définition, de tous les élus, ce sont ceux qui sont le plus dans le quotidien des citoyens et sur le terrain et dans la proximité. Alors, en matière de prévention,
Effectivement, on est déjà très présent auprès de la jeunesse, auprès des seniors, auprès des étudiants. Je parle de Toulouse, parce qu'à Toulouse, on a 120 000 étudiants, sur des thématiques très précises, les addictions, les sorties nocturnes, tout ce qui est soins bucco-dentaires, la prévention de l'obésité, la prévention du diabète, tout ce qu'on fait dans les quartiers politiques de la ville, puisque on a un rôle qui est de premier plan sur les quartiers prioritaires. Donc effectivement, s'il doit y avoir dans notre pays une montée en puissance des politiques de prévention, et je crois qu'il le faut, alors forcément, il faut que les maires soient extrêmement présents dans le dispositif. La réflexion à laquelle nous sommes invités, c'est évidemment quelle évolution du système de système de santé français et, je dirais, quelle territorialisation possible. Le président du Sénat nous a, avec la sagesse qui le caractérise, mis en garde d'emblée, ne créons pas un échelon administratif de plus. Parce qu'effectivement, je ne crois pas qu'il faille une administration de santé de plus. Par contre, il faut un échelon de concertation qui soit, je dirais, beaucoup plus affiné, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus articulé, beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. Donc, pas tellement pour administrer, mais plutôt pour partager les données, pour partager les réflexions, pour bâtir des orientations. C'est comme ça que, personnellement, je verrai les choses. Avec un risque, et on voit bien, nous parlons les uns et les autres, comment assurer une implication de tous les élus, de tous les niveaux de collectivité, puisque on a tous déjà un rôle et on est tous prêts à aller de l'avant. Région, département, intercommunalité et maire. Donc effectivement, je crois qu'on aura un effort à faire dans cette réflexion sur l'évolution et sur la territorialisation. On aura un effort à faire de mise en cohérence pour ne pas créer ni de la confusion, ni des conflits entre nous qui généreraient des blocages très inutiles par définition. Ce que je crois, c'est qu'il y a un échelon intéressant qui est la délégation départementale des ARS. Pourquoi ? Parce que l'échelon départemental, déjà, est porteur d'une volonté qui est la volonté de proximité. La région, et Jean Rotner en parlait bien tout à l'heure, la région a une vision globale, la région est dans une culture depuis longtemps de planification, et donc elle a un rôle de régulation qui me semble intéressant. Beaucoup de régions sont prêtes, il l'a dit, à s'investir sur des investissements lourds, sur du structurel. Alors, que peut faire l'échelon intercommunal ou municipal ? Je crois que c'est justement sur cette question-là qu'il faut travailler davantage. Nous, les maires, et par nos schémas et nos règlements intercommunaux, on a une clé qui est intéressante, je crois, qui est la clé de la gestion de l'espace, du droit des sols. Et pour la question de la démographie médicale, on a un rôle à jouer là-dessus. Pourquoi ? Parce que tout ce qui a été dit sur la démographie médicale montre que les lignes sont en train de bouger. Les médecins d'aujourd'hui n'ont pas la même mentalité que ceux d'autrefois ou de nos parents. Le médecin de campagne, le médecin de ville qui faisait tourner jusqu'à 22 heures ou qui allait dans la famille de manière spécifique, tout ça est en train de disparaître. Et les jeunes médecins qui sortent, ils veulent avoir leur soirée, leur week-end. Ils ont une autre conception des choses. Et on observe aussi une désertification médicale. Alors, il a beaucoup été question dans notre pays depuis plusieurs années maintenant de la désertification médicale en milieu rural. On a beaucoup moins parlé de la désertification médicale en milieu urbain. Elle a été repérée d'abord dans les quartiers politiques de la ville. On n'est pas très étonné. Mais je peux vous dire, et je porte témoignage, même sur Toulouse, Toulouse est la ville de France
qui depuis 20 ans maintenant connaît la plus forte progression démographique chaque fois, eh bien même sur Toulouse, on a des phénomènes de trous dans la raquette du point de vue de la démographie médicale. Deux chiffres pour situer les choses. Aujourd'hui, 40% de nos médecins généralistes à Toulouse ont plus de 60 ans. Donc, si on se projette dans 10 ans, 15 ans, vous voyez bien la situation à laquelle on risque d'être confronté. Il y en a à peine 10% qui ont moins de 40 ans. Donc, effectivement, l'approche que nous essayons de bâtir, c'est une approche partenariale, contractuelle, consiste à créer des maisons pluridisciplinaires de santé ou alors à favoriser leur création. Parfois, il y a des initiatives privées, mais une initiative privée, elle tombe très vite sur certains problèmes, en particulier partager des locaux pour faire chuter les coûts fixes. Et à ce moment-là, des locaux dans une grande ville en développement, c'est pas forcément évident en ce qui concerne les prix. Et donc, c'est là où on a notre rôle interventionniste pour trouver des solutions, pour proposer des facilités. En particulier, on a des bas d'immeubles, on a un bailleur social qui est le plus important de tous les bailleurs sociaux du territoire et qui est un bailleur social qui dépend de la collectivité. Il doit pouvoir mettre à disposition des fonciers à des prix très très compétitifs pour inciter les médecins ou les professionnels paramédicaux à se regrouper selon un diagnostic qu'on doit faire ensemble avec l'ordre des médecins, avec les autres professionnels, avec l'ARS bien évidemment, voire avec le CHU, pour savoir où c'est qu'il y a des problèmes, ou bien pour savoir où c'est qu'il risque d'y avoir des problèmes dans 5 ans ou dans 10 ans. On a entamé ce travail, c'est un travail de longue haleine, mais comme c'est nous qui organisons les AC, comme c'est nous qui avons la clé des permis de construire, forcément, on a quelques leviers pour être aux côtés des professionnels et amener des réponses. Donc voilà ce que je voulais dire en ce qui me concerne. La crise, évidemment, beaucoup de collègues en ont parlé, a été révélatrice de problèmes qu'en réalité nous avions déjà décelés. La question de la décentralisation, le fonctionnement très vertical des ARS, ce sont des problématiques que nous connaissions avant la crise. Simplement, la crise a mis en exergue les limites des ARS qui, au fond, n'ont pas été conçues pour faire face à de tels événements et qui avaient du mal à être sur le terrain, dans le concret. Et lorsque l'État a parlé au plus haut niveau, le président de la République, du couple État-maire, c'est bel et bien parce que l'État central a fait le constat des limites des ARS et a éprouvé le besoin d'aller chercher la proximité là où elle est la plus vivante, c'est-à-dire au niveau des municipalités. Et je crois que si la crise passant, l'État était oublieux de cela, si on revenait à un système de fonctionnement comme celui qui avait lieu jusqu'ici, je pense que ça serait une grave erreur. Et dans ce domaine-là de la santé comme dans bien d'autres, je crois que l'État a intérêt à bouger les lignes prochainement et à faire en sorte de trouver des alliés qui soient plus agiles que sa propre organisation. Voilà ce que je voulais dire comme contribution à la réflexion. Merci infiniment, Monsieur le maire. Merci pour avoir trouvé l'expression qui résume le mieux ce que l'on essaie d'exprimer, qui est l'échelon de concertation. Quand on parle d'une gouvernance territoriale, c'est ça. C'est évidemment pas une structure administrative, c'est une simplification administrative pour mettre en place, puisque ça remplace toutes les autres. Et c'est un échelon de concertation et de responsabilisation. Est-ce qu'il faut des rendez-vous trimestriels entre les différents acteurs? En tout cas, on sait qu'il faut qu'il y ait de la concertation. Et donc, on construit un nouveau modèle. C'est là où on en est là. Et peut-être qu'on viendra vers vous pour approfondir cet aspect de l'échelon de concertation. Merci infiniment. Monsieur Laurent Marcangeli,
Là, on va avoir une vision insulaire d'un territoire qui a été très touché par la crise, qui l'est toujours. Je crois, plus jeunes maires de France, vous avez été très jeune maire. Donc voilà, tout ça paraissait intéressant d'entendre votre voix. Merci en tout cas d'organiser cette rencontre dans un premier temps et de me donner la possibilité de m'exprimer. J'ai été effectivement, je suis maire d'Ajaccio, je suis président du conseil de surveillance du centre hospitalier d'Ajaccio depuis 2014. J'ai également la possibilité dans mon parcours d'avoir pu être élu départemental. J'étais en charge des questions de santé, notamment au département de la Corse du Sud pendant 3 ans, et des affaires sociales. Et j'ai été parlementaire et membre de la commission des affaires sociales, tout comme mon prédécesseur Jean-Luc Moudenc, puisque nous avons aussi eu ce parcours d'élu national qui nous permet de comprendre un peu mieux le fonctionnement de nos institutions, notamment au niveau de ce contrôle qu'exerce le Parlement sur les dépenses de santé, avec les fameuses PLFSS que nous examinons tous les automnes depuis plusieurs années maintenant au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il y a un principe de base que la crise, je le pense, a conforté, n'en déplaise à certains, c'est que les Français sont particulièrement attachés à un système de santé publique qui est un modèle qui est le nôtre, qui a assez limites, cela a été évoqué, assez défaillances, mais auquel nous sommes, je le pense, dans l'immense majorité, particulièrement attachés et qui a fait ses preuves, n'en déplaise aussi à certains, dans la situation particulièrement tendue que nous avons vécue. Il y a eu des moments particulièrement compliqués à gérer, mais le système de santé publique français, tel qu'il a été imaginé, notamment après-guerre, continue, en tout cas de mon point de vue, d'avoir son sens, continue d'avoir véritablement sa place, et sa place prépondérante dans notre vie en commun. Alors, cela étant dit, je vous dirai un petit peu ce que nous avons vécu sur le territoire qui est le mien, qui est un territoire, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, un territoire insulaire. C'est la seule région métropolitaine, je le dis parce que je suis particulièrement attaché à cela. Souvent, on fait l'erreur de dire, en parlant de la Corse, et comparé au reste du territoire national, notamment au continent, la métropole. Non, nous sommes une région métropolitaine, dotée d'un statut particulier, certes, partie des 13 régions métropolitaines. Nous sommes la seule qui est insulaire. Nous avons une démographie qui est faible, puisque nous sommes un peu moins de 320 000. Nous avons cette spécificité également d'être, pour la majeure partie, très rurale, mais avec 2 grands pôles d'activité et de démographie que sont le Grand Bastia et le Grand Ajaccio, dont je suis le maire et le président de l'agglomération. 2 centres hospitaliers, un à Ajaccio et un à Bastia, un réseau de santé qui a parfois a une couverture qui est inégale, vous l'imaginez bien, cela a été évoqué par certains de mes prédécesseurs, avec des zones moins bien couvertes que d'autres, des accès aux soins qui peuvent parfois être plus compliqués pour certaines zones que d'autres, et surtout une démographie, et c'est l'un des sens de mon intervention, qui doit tout de même être véritablement prise en compte. La Corse fait partie des régions où la problématique du grand âge se pose avec beaucoup d'acuité, avec une population vieillissante, une population donc qui a cette nécessité de l'accès aux soins et dont la première porte d'entrée est le système de santé publique, il faut le dire très clairement. Alors, ce que cette crise nous a amené à réaliser, avec notamment le directeur du centre hospitalier d'Ajaccio, dont je préside, je vous l'ai dit tout à l'heure, le conseil de surveillance, c'est de faire un certain nombre de propositions dans le cadre du Ségur de la santé, notamment en matière de cette démographie médicale qu'il va falloir prendre en compte. Et là, j'insiste sur ce point. Ce que je pense, c'est que nous n'avons pas, dans notre pays, au cours des dernières décennies, suffisamment planifié les choses. Il faut dire les choses très clairement. On n'a pas suffisamment anticipé sur
sur les évolutions de notre démographie, sur les évolutions de notre population. Il y a eu un déficit à ce niveau-là dans le cadre des entretiens que le président de la République a eu avec les élus locaux pendant le premier confinement. J'ai eu l'occasion de participer en tant que maire à un certain nombre de rencontres et j'avais insisté sur ce point. Ce que nous avons vécu était totalement imprévu et on l'a vu dans le fonctionnement de l'ensemble de nos services publics et plus particulièrement dans le service public de la santé. Cette incapacité à anticiper en fonction de l'évolution des territoires, de leur évolution démographique, de leur évolution sociologique, est une marque de fabrique que cette crise nous a permis de voir et surtout d'encaisser de manière assez difficile. Sur l'offre de soins, je le dis très clairement, la difficulté que nous avons aujourd'hui par rapport à justement cette espérance de vie qui rallonge, cette démographie vieillissante que nous avons notamment sur le territoire qui est le mien, elle pose un certain nombre de questions sur lesquelles je me suis positionné assez tôt dans mon parcours d'élu local, notamment lorsque j'étais au Conseil général. C'est la problématique du vieillissement et du maintien dans son environnement, notamment dans les milieux ruraux. Je m'étais impliqué à l'époque très fortement pour faire en sorte de doter les territoires, y compris les plus ruraux, de cette capacité à pouvoir maintenir à domicile, dans un premier temps, naturellement, puis également dans l'environnement, je dirais, personnel de la personne qui arrive au grand âge, parce que la difficulté que nous avons sur un territoire comme le nôtre, c'est qu'une fois qu'on arrive à un certain âge, une fois que les affres du temps commencent à nous rattraper, eh bien, on a un premier réflexe, celui de la peur d'avoir un pépin de santé, la peur de ne pas pouvoir vieillir dans son village, dans son canton, dans son environnement d'origine, et donc de se rapprocher de la ville-centre. Comme il n'y en a que deux véritablement avec une périphérie, c'est Bastia et Ajaccio, alors on quitte le cocon rural, on quitte la maison et on se rapproche de la grande ville qui est dotée des établissements de santé, des équipements de santé et des offres de soins qu'on ne peut pas avoir dans son environnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement prégnant chez moi et dont il faut tenir particulièrement compte sur les prochaines années. C'est-à-dire le vieillissement de la population de l'île, qui va être également un vieillissement de la population à l'échelon européen que chacun reconnaît. Ça, c'est un enjeu qui, pour moi, doit être particulièrement important. Si on veut adapter demain un système de soins, un système de santé avec le pilier principal, pour moi, le système de santé publique qui sera adéquate et correspondante à nos spécificités françaises et à la volonté que nous avons d'accompagner les gens tout au long de la vie, il faudra quand même tenir compte de cette problématique, le vieillissement sur les territoires et notamment les territoires les plus ruraux. Alors ça peut paraître bizarre, je suis le maire d'une commune qui est disproportionnée d'un point de vue démographique par rapport au reste de l'île. Il y a 70 000 habitants à Ajaccio. Je vous ai dit, on a un peu moins de 350 000 habitants. Je vous laisse deviner ce qui se passe à l'hôpital d'Ajaccio, la pression qui peut exister sur l'hôpital d'Ajaccio, notamment par rapport au grand âge. L'autre problème, l'autre souci, c'est la formation. Sur un territoire insulaire comme le mien, il y a la formation tout au long de la vie des professionnels de santé. Je l'ai souligné dans les propositions que j'ai faites en tant que président de conseil de surveillance. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il faut permettre une formation, il faut donner les moyens à cette formation, à cette professionnalisation qui est une question qui se pose. Il y a des remises en question qui sont nécessaires tout au long d'une carrière dans le domaine du soin. On a vu qu'il y avait un certain nombre de difficultés, la crise, mais même bien avant cette crise-là, à ce niveau-là. Et il est de ce fait, selon moi, indispensable de doter les territoires de ces outils, de ces capacités de formation tout au long de la vie, de ces capacités d'attractivité également. On le disait tout à l'heure, la difficulté qu'on a sur l'hôpital d'Ajaccio, pour prendre un exemple simple, c'est celui des spécialisations. Nous avons un certain nombre de spécialités qui ne sont pas aujourd'hui présentes dans l'hôpital à Ajaccio. On a progressé au cours des dernières années, mais nous avions beaucoup recours à l'intérim, très coûteux pour nos finances publiques.
très coûteux de par en plus ce que représente l'insularité. Hein, quand un médecin spécialiste vient pendant plusieurs jours sur le territoire de la Corse, il faut payer un certain nombre de choses qui viennent s'ajouter à la facture. Donc cette formation et cette volonté d'attirer les professionnels de soins lorsqu'ils sont dotés d'une spécialité, elle me paraît particulièrement importante. L'autre sujet concernant mon territoire que je voulais mettre également sur la table, c'est celui de la tarification de l'offre de soins. Je connais parfaitement les finances de l'hôpital d'Ajaccio qui sont pas forcément très florissantes. On le voit, le coût de l'offre de soins, le coût de l'acte et surtout ce qu'il rapporte pose un problème. Et cette tarification à l'échelon insulaire, elle ouvre la porte sur un sujet qui a été évoqué par tout le monde, et notamment par le président du Sénat lors de l'ouverture de cette réunion, c'est celui de la différenciation. Il est, à mon avis, indispensable effectivement d'adopter une position de différenciation beaucoup plus forte, de territorialisation de nos offres de soins, de nos politiques publiques de santé. Alors, je n'ai pas de religion sur la question. J'ai aussi des craintes. La crainte, c'est effectivement de créer, comme tout le monde l'a dit tout à l'heure, des millefeuilles supplémentaires qui viendront se télescoper les uns avec les autres et finalement n'avoir aucune efficience. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut réfléchir. Mais avoir tout de même, je le pense, des politiques de différenciation et d'adaptation au plus proche du terrain me semble important. Alors, vous le savez, en Corse, nous sommes dotés d'une région à statut particulier depuis les années 90. Aujourd'hui, nous n'avons plus de département. Nous avons donc une collectivité qui regroupe l'ensemble des compétences régionales et départementales en même temps depuis le 1er janvier 2018. Il est donc indispensable, à mon avis, effectivement, d'avoir une réflexion sur la place de cette région dans le domaine des politiques publiques de santé. Est-ce que, effectivement, cela nous amènerait demain à avoir une coprésence du président de l'exécutif régional avec le représentant de l'État au niveau de l'agence régionale de santé? Est-ce que ce serait quelque chose de particulièrement différent de ce qui se passe ailleurs? La Corse et l'ensemble des territoires justifient des dérogations, mais selon moi, il y a quand même la question de l'unité nécessaire et indispensable qu'on doit avoir en matière de système de santé publique. Il ne faut pas demain avoir des inégalités qui viendraient se creuser parce qu'on aurait un système à la carte. Il faudrait donc trouver, je dirais, la meilleure formule pouvant marier la nécessité d'efficacité, la nécessité de différenciation de nos territoires avec la nécessité d'avoir un système auquel je suis particulièrement attaché, c'est celui d'un système de santé publique national, fort, appuyé sur un certain nombre de principes, avec quand même un pouvoir régalien qui prend ses responsabilités. Alors moi, je n'ai pas de réponse précise sur la question. Je crois en cette différenciation. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'ensemble des propositions qui ont été faites dans des travaux que vous avez réalisés. Dans l'Institut de santé a écrit et a produit pas mal de choses intéressantes sur ce nouveau modèle de santé. J'ai lu également le Sénat. Le Sénat a fait des propositions. Le président a tout à l'heure inauguré nos discussions. J'ai écouté tout à l'heure l'ensemble des parcours des territoires qui se sont exprimés avant moi. Je crois que de toute manière, là, on sera au moins, je pense, tous d'accord sur un point. Nous avons un bon fondement, je le pense, un système de santé avec un principe de base qui est celui basé sur la solidarité, sur la nécessité de l'État de confier ses deniers, ses moyens sur un système de santé public performant, avec également un système de santé privé qu'il faut prendre en compte. Mais je crois que la prochaine étape sera nécessairement basée sur une amélioration du fonctionnement, basée sur la différenciation, sur la territorialisation des politiques et sur la prise en compte notamment de la parole des élus locaux. Je conclurai là-dessus. Je suis élu local, je suis passionné par ce que je fais. Je pense que nous avons quand même beaucoup d'informations qui doivent être prises en compte dans la gestion de l'offre de soins sur nos territoires. Nous sommes au contact permanent de nos populations. Nous savons véritablement ce qui s'y passe et il serait vraiment dramatique pour notre pays de ne pas en tenir compte, notamment dans les réformes nécessaires de structures qui vont devoir être effectuées. En tout cas, je voudrais vous remercier de m'avoir associé
à cet échange et à cette prise de parole. Merci infiniment, Monsieur le maire. Merci d'avoir abordé la question du grand âge et la planification qui sont au cœur de ce nouveau modèle. On pense que le grand âge doit être intégré dans le nouveau système de santé et pas traité de façon cloisonnée, comme ça a été dit aussi par Madame Borderie. Et on pense qu'il faut une loi de santé publique, une loi de programmation sanitaire à 5 ans, comme il y a une loi de programmation en défense, pour justement pouvoir planifier sur le moyen terme. Avant de conclure avec Madame Cohen, Monsieur Arousseau, peut-être quelques commentaires. Je suis désolé si vous pouvez être un petit peu bref parce qu'on s'était engagé à finir à 30 et après on finit avec Madame Cohen. Mais si vous pouvez peut-être nous donner un regard de ce que vous avez entendu. Donc vous me donnez 2 minutes si je comprends bien. Non, j'ai pas dit 2 minutes. Bon, d'accord. Écoutez, d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité à cette réunion et puis je voulais vous féliciter de votre initiative, Institut de santé, et du document que vous avez déjà écrit, même si vous avez dit que c'était un document martyr. Je trouve qu'il est absolument remarquable, d'abord parce qu'il y a un fil rouge qui est de partir des besoins du patient dans les territoires. Ensuite, parce que c'est un document extrêmement complet, même si pour ma part, j'aurais souhaité un peu plus de développement sur le CHU, dont tout le monde sait depuis plusieurs années qu'ils sont à bout de souffle. Et puis, enfin, parce qu'il propose des solutions innovantes, dont certaines ont été abordées aujourd'hui. Donc, bravo, et j'espère que ça pourra servir à très court terme pour une véritable réforme du système de santé français. Alors, il a été dit que le tsunami du Covid avait servi de révélateur. Et bien justement, vous aviez réfléchi à tous ces problèmes qui ont été parfaitement mis en lumière par le tsunami du Covid, mais déjà avant, et les solutions auxquelles vous avez réfléchi, qui sont absolument démontrées par la gravité du problème du Covid, vous y aviez déjà songé. Alors bon, pour aller très rapidement, si je suis ici, c'est parce que je suis un professionnel de santé, j'étais professeur au CHU de Nantes. J'ai été aussi directeur d'un centre anticancéreux et je crois que c'est une structure très intéressante pour la gestion par un binôme médecin administratif, dont vous parlez d'ailleurs dans votre document. Et puis j'ai été président de région pendant 2 ans et président de la Haute Autorité de Santé pendant 5 ans. Donc voilà, j'ai une vision peut-être un peu large à la fois du professionnel de santé, mais aussi de quelqu'un qui a été en une position de décideur. Donc, je crois qu'il y a un consensus pour dire qu'il faut maintenant partir des besoins du patient au niveau du territoire. Et le président Macron, récemment, à la Pitié, a rappelé qu'il fallait mettre en place, développer plutôt, des projets territoriaux de santé. Donc, ce dont nous discutons aujourd'hui, c'est une sorte de décentralisation. Et je vais plutôt parler des régions, puisque j'ai été président de région. Quel va être le rôle des régions? Est-ce qu'il faut penser à une régionalisation du système de santé? Alors, je voudrais dire que c'est pas nouveau, puisque quand j'étais président de région entre 2002 et 2004, il y avait eu une réflexion initiée par le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, pour une nouvelle étape de la décentralisation. On avait déjà pointé les difficultés. La première, qui a été étudiée par plusieurs intervenants, en particulier par le président Troussel, c'est celle du risque de majorer les inégalités territoriales, les inégalités géographiques, les inégalités sociales, les inégalités démographiques, épidémiologiques. Force est de constater que dans un système de santé jacobin centralisé, les inégalités sociales, les inégalités géographiques existent et qu'elles se sont accrues, comme vous l'avez vous-même dit, ces dernières années. Donc oui, il faut faire quelque chose, et ce n'est pas de régionaliser qui aggravera les problèmes d'inégalité de système de santé. Une autre difficulté qui a été soulevée dès le début par le président Larcher, c'est l'impossibilité à l'époque de faire des budgets régionaux, de faire des objectifs régionaux des dépenses d'assurance maladie. On en était resté à l'ONDAM, à l'objectif national. Une troisième difficulté, c'était que le pouvoir central se méfiait beaucoup de partager son pouvoir avec les élus
en disant mais les élus, ils sont soumis à beaucoup trop de pression et notamment de pression politique. Bon, on voit que le pouvoir central a complètement failli, notamment dans cette crise du Covid. Enfin, et c'est un point qui a été abordé aujourd'hui, l'une des difficultés, c'est le millefeuille administratif français. À chaque échelon, il y a des responsabilités en matière de santé. Les maires, les présidents de conseils départementaux et le président du conseil régional ont tous rappelé qu'ils jouaient un rôle important dans la santé, notamment à chaque niveau, ils disent qu'ils jouent un rôle dans les déterminants de santé et en particulier dans la prévention. Donc voilà, toutes ces difficultés avaient été parfaitement mises en exergue. Cependant, je pense qu'il y a une opportunité, à cause bien sûr de la crise, mais déjà avant la crise ne fait que renforcer cette opportunité pour confier aux collectivités locales des responsabilités qu'elles n'ont pas jusqu'à présent. Mais j'y mets deux conditions. La première condition, qui a aussi été développée par différents intervenants, c'est l'obligation d'une coopération entre les différents échelons. Si on ne confie pas tout à un échelon, si on ne confie pas tout à la région, si on garde des responsabilités pour chaque échelon, département, ville et intercommunalité, il est absolument indispensable de savoir qui fait quoi et en tout cas de coordonner les actions. Deuxième condition absolument indispensable, si les régions jouent un rôle, à mon avis, ce sera un rôle, j'allais dire la main dans la main avec les agences régionales de santé. Il faut que ça soit un doublon conseil régional, agence régionale de santé. J'ai compris qu'il y avait des craintes que le président du conseil régional remplace le préfet, mais c'est pas ça la question et je me garderai d'intervenir là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que le conseil régional puisse travailler avec les agences régionales de santé, mais que ça n'aboutisse pas à une multiplication des personnels, des tâches administratives et donc finalement à une structure qui soit moins efficiente. Il faut que ça soit, j'allais dire, à géographie égale. Alors, ceci étant dit, les opportunités sont les suivantes. Premièrement, la plus importante, le conseil régional doit pouvoir participer à l'organisation territoriale des soins, mais aussi du médico-social et du social. Je pense qu'en particulier, ils ont déjà, pour beaucoup de conseils régionaux, commencé à le faire par l'aide aux maisons pluridisciplinaires de santé. Il faut absolument multiplier ces maisons pluriprofessionnelles de santé ou les centres de santé dont on a également parlé. Enfin, en tout cas, avoir, notamment pour lutter contre la désertification médicale dans certaines régions, des maisons pluriprofessionnelles de santé, de façon à intégrer des nouveaux métiers de la santé, des infirmiers en pratique avancée, donner plus de responsabilités encore aux différentes strates des personnels soignants. Et ceci peut être aidé par les régions. Le deuxième point qui me semble très important, c'est la formation. Je viens de parler du rôle des nouveaux métiers de la santé. Je pense que les régions qui ont des compétences en matière de formation devraient jouer un rôle plus important dans la formation des personnels de santé paramédicaux. Troisième point qui doit faciliter l'organisation des soins à l'échelle territoriale, que les régions ont déjà commencé, c'est le développement, bien sûr, du numérique. Le président Rotner faisait allusion au rôle des régions en matière de haut débit. Je crois que les régions doivent jouer un rôle en matière de développement de la télémédecine, en matière de développement des objets connectés, en matière de coordination pour faire en sorte que chaque hôpital ou chaque clinique privée n'ait pas son petit objet connecté qu'il donne à ses patients, mais qu'il y ait une uniformisation, une collaboration, une coordination. Enfin, et c'est absolument capital, les régions doivent jouer le rôle majeur en termes de prévention et de dépistage. Un exemple, dans le plan cancer actuel, il est prévu que le dépistage soit organisé au niveau régional. Eh bien, je pense que les régions peuvent aller plus loin, elles peuvent ajouter au dépistage des actions de prévention comme le font les autres collectivités, mais avec la dimension régionale et avec les responsabilités qu'ont actuellement les régions
en matière de déterminants de santé et en matière de formation au niveau des lycées, bien sûr, mais aussi au niveau universitaire. Donc voilà les 4 points qui, à mon avis, peuvent être atteints très facilement. Il reste 2 questions que je souhaite poser et mettre sur la table. La première question, c'est est-ce que les régions peuvent avoir une partie du financement de l'ONDAM de façon à prendre en charge les investissements, et en particulier les investissements lourds, mais aussi les investissements de fonctionnement, comme ils l'ont fait pour les lycées. Tout le monde se félicite de ce que font les régions au niveau des lycées. Est-ce qu'elles ne pourraient pas faire la même chose au niveau des investissements de santé, comme l'a d'ailleurs très bien dit le président Rotner, et il a aussi ajouté que le président Rousset semble être tout à fait ouvert à cette possibilité. Alors ça suppose évidemment une délégation budgétaire, qu'une partie de l'ONDAM soit déléguée aux régions pour qu'elles puissent, à l'échelle territoriale, en fonction des besoins qui auront été définis, participer à une rénovation des hôpitaux français. La deuxième question que je souhaite poser, c'est celle des projets territoriaux de santé. Est-ce que les conseils régionaux pourront jouer un rôle dans l'établissement des projets territoriaux de santé qui s'intégreront évidemment dans ce que vous définissez vous-même comme les objectifs à 5 ans définis par le pouvoir régalien, mais je pense qu'à côté des objectifs nationaux, il faut qu'il y ait des objectifs territoriaux définis à l'échelle régionale. Et encore une fois, le binôme Agence régionale de santé et Conseil régional devrait pouvoir jouer un grand rôle. J'ai d'autres idées, mais vous m'avez demandé de faire pour le plus vite, donc j'en reste là pour cette vision un peu décalée par rapport aux élus de terrain qui se sont exprimés tout à l'heure. Merci infiniment, M. Arrosso, pour cette vraiment brillante vision qui... On parle beaucoup souvent de grands serviteurs de l'État. Je crois que vous avez été un grand serviteur du système de santé et votre rôle, vous voyez, n'est pas fini parce qu'on a besoin de votre vision pour y voir clair. Merci pour votre soutien aussi en début d'intervention, qui est important pour cette structure, qui est une structure associative qui est vouée à produire du contenu et à disparaître une fois la réforme faite. Et donc, je disais Marx, une idée devient une force quand elle s'empare des foules. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des porte-paroles de ce contenu qui sera issu d'un travail de consensus et qu'ensuite ce contenu devienne réforme et pas d'autre. Donc évidemment, votre soutien est absolument essentiel. Pour conclure, Mme Laurence Cohen, vous intervenez souvent sur les questions de santé et nous sommes ravis de vous inviter à commenter ce que vous avez entendu et à conclure cette conférence. Alors d'abord, merci pour cette invitation. J'ai été extrêmement intéressée à la fois par les documents que vous m'avez fait parvenir, mais aussi à l'écoute des différents témoignages et des propositions qui sont foisonnantes. Moi, je veux peut-être un petit peu commenter un certain nombre de choses assez rapidement, puisque vous nous invitez à être rapide. Je pense quand même qu'on ne peut pas parler d'organisation nouvelle de notre système de santé sans prendre en compte ce que la crise a révélé, mais pas seulement ce qui a été dit ce soir sur le fait des différents coûts qui ont été portés à notre système de santé. C'est-à-dire quand j'entends, y compris certains, dont le président d'ailleurs du Sénat, parler d'hospitalocentrisme, ça dépend ce qu'on entend par hospitalocentrisme. Aujourd'hui, l'hôpital a joué un rôle très important, prépondérant. Il y avait besoin, et il y aurait besoin d'une coopération entre la ville et l'hôpital, bien évidemment. Mais si l'hôpital a joué ce rôle très important, c'est aussi à la lumière de ce qu'est aujourd'hui notre système de santé, comment il est organisé au niveau du territoire, avec le développement des déserts médicaux. Et pas seulement au niveau de la ruralité, mais aussi dans les zones urbaines que nous connaissons. Donc, je veux dire par là qu'on ne peut pas, enfin en tout cas moi, je ne peux pas analyser les enseignements de la crise sans prendre en compte les politiques qui ont été menées depuis 20 ans et qui ont mis à mal notre système de santé, qui ont mis à mal le pilier que constitue aussi notre système de protection sociale avec la sécurité sociale. Je crois que ça, il faut qu'on le prenne en compte. Et je ne le dis pas par souci de conflit, mais je le dis parce que j'ai entendu ce soir beaucoup d'intervenants parler de l'ONDAM,
Mais l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il reste atrocement bas et insuffisant pour répondre à ce que je partage complètement avec l'Institut de santé, à savoir partir des besoins des populations. Moi, je considère qu'il faut partir des besoins des populations. Or, aujourd'hui, si on reste avec cette logique de l'Ondam, comme elle continue à être portée au Sénat, je vois, par la majorité du Sénat, c'est resté à un Ondam très faible, à 2,5%, et donc ça ne répondra pas à la réorganisation du système de santé que vous appelez de vos voeux et que je partage complètement. Donc ça, c'était la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque, c'est que effectivement, moi, j'ai trouvé que cette crise a en même temps révélé les capacités des collectivités territoriales de s'organiser, et les différents échelons, que ce soit les communes, les départements et les régions, ont joué un rôle déterminant dans la gestion de cette crise. Et ont effectivement joué un rôle qui a permis, je dirais, de suppléer aux carences de l'État. On peut parler des masques, on peut parler de tous les équipements de protection, mais ça, je pense que c'est important parce que ça nous donne effectivement un éclairage aussi pour savoir ce qu'on propose, comment on propose d'avancer. Il me semble, en tout cas, moi, pour ma part, c'est que je considère que ces trois échelons-là, communes, départements, régions, sont importants pour un maillage territorial au plus près qui répondent réellement aux besoins. Et je ne fais pas partie de celles et ceux qui ont voulu supprimer les départements, et je ne fais pas non plus partie de celles et ceux qui ont voulu créer des régions XXL, parce que ça éloigne toujours les populations et du coup, ça entraîne des difficultés à répondre effectivement aux besoins en matière de santé pour ce qui nous intéresse. Je pense que, et ça a été dit, que les communes ont un rôle extrêmement important à jouer pour articuler et pas mettre en concurrence justement les différents niveaux de réponse aux besoins de santé. Et pour moi, elles représentent un maillon extrêmement important, essentiel dans l'organisation d'un service public ambulatoire de proximité, avec en son sein les centres de santé et avec des missions qui sont bien définies. Et parmi les missions bien définies, c'est assurer la continuité des soins, faciliter l'accès aux soins partout, de toutes et de tous, garantir une coordination des professionnels, notamment d'ailleurs entre la ville et l'hôpital, en mettant vraiment le patient au cœur du dispositif, exercer des missions de prévention et d'éducation, ça a été souligné, évaluer les besoins de santé en lien avec les élus et l'assurance maladie, et coordonner et garantir la permanence des soins qui implique également les professionnels libéraux. Ça me paraît quelque chose d'important, et ça me paraît aussi quelque chose d'important, en tout cas nous c'est venu pas mal au niveau du Sénat, dans les réflexions qu'on pouvait avoir, c'est que les communes peuvent aussi, elles, attirer des étudiants en médecine, par exemple, de 3e cycle, en leur offrant des opportunités de stage, des bourses d'études ou des subventions pour leurs projets de fin d'études, à la condition, par exemple, qu'ils s'installent sur leur territoire pendant un certain temps, ça peut être au moins 3 ans, lorsqu'ils commenceront à exercer. Donc voilà, des idées en tout cas que l'on a eu à partager, et du coup ça pose quand même aussi le problème qui n'est pas venu ce soir, mais qui est important, c'est le fameux numerus clausus, parce que s'il a été dans les textes supprimé, on voit bien que les moyens n'ont pas été donnés aux universités pour ouvrir à plus d'étudiants. Donc ça aussi, ça pose un problème par rapport à l'organisation de la santé sur les territoires. Le rôle des départements, je crois que Stéphane Troussel en a abondamment parlé de très bonne manière. Moi, je voudrais donner un exemple. Je ne suis pas chauvine, mais vous savez que je suis du Val-de-Marne. Alors, un petit peu, je vais faire de la pub pour le Val-de-Marne, mais non. C'est simplement pour dire que là aussi, quand il y a une volonté politique, on peut mener des actions essentielles en termes de prévention. Et tous les interlocuteurs ont parlé de la nécessité de la prévention. Et moi, je vois dans un département comme le Val-de-Marne, depuis des années, il y a un programme d'accès aux soins bucco-dentaires dès le plus jeune âge, avec des actions dans les crèches, dans les écoles, tout un suivi au niveau de la scolarité, et résultat, en fait, il y a un résultat qui est tout à fait tangible et qu'on peut partager, qui est intéressant, hein, quand il y a de bonnes pratiques, c'est bien finalement de les partager, eh bien c'est que le nombre de caries a été considérablement réduit dans un département comme le Val-de-Marne. Donc je trouve que le département,
comme ça a été dit dans d'autres départements, hein, parce que j'élargis bien sûr mon propos, ça montre donc que ça peut être un échelon de proximité et de solidarité. Et pour consolider ce rôle, je crois que, en tout cas, moi, je partage l'idée de création de conseils territoriaux de santé pour définir les besoins et puis construire en fait une offre de soins adaptée. Alors, il y a la région, elle a en charge aussi l'élaboration du projet régional de santé. C'est vrai que c'est un outil qui est intéressant, qui est aussi très important, mais ça doit aussi nous questionner par rapport au pilotage. Je crois qu'il est vraiment important d'essayer de réfléchir, en tout cas moi c'est tous les témoignages qui me sont revenus, sur l'absence de démocratie. Il y a un déficit démocratique, un déficit d'association des acteurs et un manque de transparence qui implique donc les acteurs de terrain, les personnels, les habitants, les élus, etc. Et je crois, moi, que les agences régionales de santé, je sais que c'est une petite musique qui est venue notamment à l'Assemblée nationale pour la suppression des agences régionales de santé. Moi, je suis pas spécialement pour leur suppression, je suis pour revisiter ces agences régionales de santé. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti de la commission d'enquête du Sénat, mais d'ailleurs en disant qu'elles étaient trop éloignées en fait du terrain, mais je vous rappelle que c'était quand même déjà quelque chose qui était pointé par un rapport extrêmement intéressant de la MEX en 2014, qui soulignait justement un manque déjà de coordination dans le pilotage territorial de l'offre de soins. Alors pour en venir, parce que je sais que le temps est compté, mais pour en venir encore là aussi au niveau régional à des propositions, moi il me semble important d'avoir une organisation administrative régionale de la santé qui repose sur une organisation politique et citoyenne de la région, qui redonne donc un pouvoir politique aux élus, aux usagers et aux professionnels, sous l'égide d'assises régionales de la santé et du médico-social, une structure d'expression de la démocratie sanitaire régionale. Et ce sont elles qui doivent, à mon avis, faire remonter finalement les besoins des conseils territoriaux de santé implantés et organisés dans ces départements. Et vraiment, je crois que vous l'avez d'ailleurs dans le document, vous avez sorti cette proposition. On parle de bassin de vie et ça me semble quelque chose d'extrêmement important. Et en pouvant compter sur ce que j'appelle de mes voeux l'hôpital de proximité, mais pas dans le sens de la définition d'Agnès Buzyn, c'est-à-dire un hôpital de proximité qui comporte un service d'urgence ouvert en permanence, une maternité de niveau 1, des services de médecine et de chirurgie, voilà, des services également de soins de suite et en lien avec, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais ce n'était pas l'occasion, la psychiatrie de secteur. Donc, ces assises régionales de la santé, elles pourraient être dotées d'une direction régionale de la santé, une structure en fait administrative qui aurait pour objectif, en lien avec la politique de santé nationale et donc avec le ministère, de mettre en œuvre la politique de santé définie au niveau régional. Et elle aurait en outre la possibilité, avec des moyens financiers régionaux, sanitaires et sociaux, elle aurait donc des capacités d'ingénierie au service des échelons territoriaux. Donc, vous voyez bien que dans les propositions que je fais un petit peu rapidement, et je m'en excuse, mais je veux dire qu'on est dans la coopération, on n'est pas dans la concurrence. Et je trouve que la crise a révélé, en tout cas, cette faculté des collectivités, des professionnels, d'être en coopération et non pas en concurrence. Et je pense que cette réorganisation, finalement, à l'échelon régional, donc le rôle de la commune, le rôle du département, le rôle de la région, elle ne peut pas évidemment s'entendre si on ne développe pas ou on ne redonne pas vie à ce que vous avez d'ailleurs dit, Frédéric Bizard, c'est la démocratie sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des instances où finalement, il n'y a pas de pouvoir de décision, où on ne laisse pas la parole ni la décision aux acteurs, que ce soit au niveau des établissements publics de santé ou au niveau des autres échelons.
Donc voilà, c'est ce que je voulais dire assez rapidement. Et pour conclure mon propos, je pense quand même important de signifier que, quels que soient les dispositifs qu'on va mettre en place, je pense vraiment que si on ne part pas des besoins des populations et s'ils ne sont pas s'ils ne sont pas constitués comme des vecteurs démocratiques d'une politique de santé ambitieuse, eh bien, on ratera finalement ce que l'on veut porter. Et au-delà de la répartition des compétences entre les différents échelons finalement territoriaux, je pense qu'il faut aussi qu'on avance vraiment sur la question de l'autonomie financière. Ça a été souligné par plusieurs des intervenants, l'autonomie financière des collectivités qui est de plus en plus mise à mal. Et on demande beaucoup aux collectivités, toujours plus, sans leur donner les moyens de réaliser des choses. Voilà en fait ce que je voulais dire, et en attirant vraiment aussi votre attention sur la nécessité de remettre en cause en fait, et des choses qui, selon nos appartenances politiques, sont partagées ou pas partagées, mais en tout cas, nous devons, à mon avis, remettre en cause l'organisation de l'offre de soins avec un certain nombre de réformes qui, à mon avis, sont mauvaises. La loi HPHT, l'organisation des GHT, etc., etc. Donc voilà, et l'ONDAM, parce que je pense que vous avez bien compris mon propos là-dessus. Donc voilà, je pense pour moi, c'est très important de penser différemment notre système d'organisation avec des moyens et ne pas considérer la santé comme finalement une source de dépenses, mais au contraire, une source d'investissement pour le progrès humain, pour le bien-être de chacun et chacune. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et en tout cas, ce qui doit à minima nous réunir, et je pense faire consensus, c'est la nécessaire lutte contre les inégalités territoriales de santé, et qui malheureusement, comme ça a été souligné à plusieurs reprises, continue de s'accroître. Et je vous invite d'ailleurs à lire, si vous ne l'avez pas lu, le dernier ouvrage du géographe Emmanuel Vigneron. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais bon, voilà. Merci à vous. Madame Laurence Cohen, on ne pouvait pas peut-être trouver mieux pour que vous êtes dans l'ADN de l'Institut Santé, involontairement, mais dans votre exigence avec le présent, en étant critique quand il faut l'être, et exigence pour construire le futur avec des propositions concrètes. On voit que c'est plus compliqué quand on se projette dans le nouveau modèle parce qu'il faut le réinventer, et aussi dans votre recherche de consensus qui est vraiment au cœur de notre démarche. Merci infiniment à toutes et à tous. Donc cette conférence va été retransmise en direct, elle va être largement diffusée à travers les réseaux, et surtout elle va nous permettre d'enrichir de façon tout à fait exceptionnelle notre réflexion qui va nous conduire à produire un deuxième ouvrage qui sera le programme abouti, le plus consensuel possible au deuxième trimestre 2021, et qui, j'espère, servira de plateforme à l'ensemble des partis politiques pour mener à bien cette réforme. Merci infiniment et à bientôt.